Palmarès de Zara, des vendeurs ultra méprisants, Non, c'est 4 articles par cabine, monsieur, c'est écrit juste ici, il suffit juste de lire en fait. des vêtements de très mauvaise qualité, des vilaines copies de marques de luxe et la musique de club dans les boutiques. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Avec l'arrivée de Temu, Shein, Boohoo, Pretty Little Things, etc., le marché de la fast fashion a beaucoup changé et les acteurs historiques doivent s'adapter. Ça, Zara l'a compris et met en place un certain nombre de changements. À commencer par les prix qui ont explosé. Certains parlent d'un virage vers le luxe. Bonjour à tous, c'est Alex d'Emotion First et aujourd'hui, on va analyser la transformation de Zara sur les dernières années. On va voir s'ils cherchent réellement à devenir une marque de luxe, s'ils cherchent simplement à monter un peu en gamme ou si c'est simplement le nouveau visage de la fast fashion. Alors rapidement, un peu d'histoire. C'est une marque qui a été créée il y a 50 ans par Amancio Ortega. Zara appartient au groupe Inditex, fondé par ce même Amancio. Ce groupe possède aussi Zara Home, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Oysho, Stradivarius. Il est aujourd'hui à la tête d'une fortune colossale de 125 milliards de dollars. C'est le second homme le plus riche d'Europe derrière Bernard Arnault. Zara possède aux alentours de 2000 boutiques à travers le monde et est présent dans 97 pays. Alors on va rentrer dans le dur et on va commencer par parler de l'évolution des prix. Zara, longtemps connu pour ses prix abordables, affiche aujourd'hui des pièces à 400, 500, 600 euros. Combien? Ce qui a suscité pas mal d'émotions. L'objectif ici est clair, séduire une nouvelle clientèle, la clientèle aspirationnelle. On parle des clients qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter du luxe très régulièrement, mais qui y sont très attachés. S'il le faut, ils sont prêts à faire quelques sacrifices pour pouvoir s'acheter des pièces de luxe. Et à terme, si leur pouvoir d'achat augmente, feront partie du cœur de la clientèle luxe. Alors il faut savoir que cette clientèle, depuis le Covid, elle a été largement sacrifiée par les maisons de luxe. Et leur sentence est irrévocable. Selon le cabinet Bain, le luxe a perdu 50 millions de ces clients-là en 2020. Alors concrètement, de combien est-ce que les prix ont augmenté? Entre 2022 et 2024, les prix ont augmenté de 20%. Il faut savoir que sur la même période, les prix chez H&M ont augmenté de 12%. C'est à peu près le taux d'inflation cumulé sur ces dernières années. Donc oui, Zara est un peu au-dessus, mais on n'est pas non plus sur une immense augmentation. Ce qui a pu choquer, c'est qu'en fait, ils ont franchi des paliers psychologiques de prix qu'on voyait pas avant. Sur certaines pièces. Alors oui, Zara cherche à élargir sa clientèle, mais en préservant sa clientèle historique, qui vient pour trouver des vêtements à la mode à des prix intéressants. Ça fait partie des challenges de Zara, réussir à la fois à séduire une nouvelle clientèle tout en gardant sa clientèle historique et ne pas décourager ses clients actuels à rentrer dans les boutiques. Chose intéressante qu'on voyait pas avant. On a assisté à un nouveau comportement. Certains cherchent à se procurer des dupes de Zara, donc des produits qui sont similaires à ceux vendus chez Zara, mais moins chers. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le luxe, mais qu'on voyait absolument pas dans la fast fashion jusqu'à présent. Alors oui, il y a une augmentation des prix. On a l'impression que Zara cherche à revoir son positionnement. Et maintenant, par quoi est justifiée cette augmentation? Est-ce que la qualité est meilleure, par exemple? Alors déjà, sur les lieux de production, sur les 25 dernières années, il n'y a pas eu de changement majeur. Zara a un modèle de production hybride. Il y a 50 à 60% des articles qui sont produits proches du siège, donc autour de l'Espagne, en Europe ou au Maghreb, pour pouvoir produire les vêtements tendance, les vêtements mode, plus rapidement que ses concurrents. Et les basiques sont produits en Asie, donc en Chine, Inde, Bangladesh, Cambodge, Vietnam principalement. Alors quelles sont les matières qui sont utilisées? Il y a quelques années, tu allais dans une boutique Zara, il n'y avait pas un truc qui n'était pas en polyester. Est-ce que ça a changé? Alors oui, il y a une plus grande variété de matières aujourd'hui. On retrouve du coton, du lin, du cuir véritable, on retrouve même du cachemire. J'ai fait un petit test sur le site, sur les mailles hommes. Pour moi, c'était typiquement les pièces en matière synthétique chez eux. J'ai ouvert 20 pages produits au hasard et j'ai eu pile 10 articles en matière synthétique et 10 articles en matière naturelle. Je ne serais pas surpris que si on faisait le même exercice il y a quelques années en arrière, on n'obtienne pas du tout le même ratio. Sur la confection, ça fait pas encore l'unanimité. Personnellement, les vêtements que j'ai achetés chez Zara plus récemment, je trouve qu'ils tiennent beaucoup mieux. C'est pas forcément un avis qui est encore partagé par tout le monde. Autre changement, parlons de la structure des collections. Maintenant, on a des lignes qui sont clairement identifiées comme des lignes premium. Je pense évidemment à la ligne Origins, des basiques assez minimalistes, plutôt intemporels, avec des belles coupes, des belles matières, sur des beaux portants, avec une étiquette différente pour les distinguer des autres collections. On va avoir des pièces en laine, en lin, en chanvre, des pièces en cuir. On a aussi la ligne Studio Collection, une ligne premium qui pour
moi est comparable en termes de prix et de contenu à du Sandro par exemple, avec une présentation bien léchée, des beaux lookbooks, des beaux visuels. Sur cette stratégie de transformation, les collaborations jouent un rôle important. L'année dernière, il y a une collaboration avec la maison de mode et de design hongroise Nanushka, avec du prêt-à-porter, des bijoux et même de la déco d'intérieur. On a une collaboration avec Samuel Ross, le designer qui a la marque A Cold Wall. On a une collab avec Kate Moss. Donc on a pas mal de collabs qui sont quand même de plus en plus quali, de plus en plus poussés. Alors évidemment, dans les collections de Zara, on retrouve beaucoup d'influences des maisons de luxe, que ce soit de chez Lanvin sur la sneakers curb, Louis Vuitton sur les LV Skate, Miu Miu, Chloé, chez Balenciaga, Casablanca, Loro Piana, Dior, Alexander McQueen, Bottega. On a parlé des changements au niveau des produits, des prix, de la qualité, des collections. On va parler maintenant des changements au niveau des boutiques. La stratégie retail de Zara maintenant, c'est d'avoir moins de boutiques, mais plus spacieuses, plus belles, avec plus de services, plus expérientielles, plus innovantes. Donc esthétiquement, on retrouve les codes des boutiques haut de gamme. Ils ont fermé un certain nombre de boutiques à travers le monde. Ils rénovent certaines boutiques. Ils ouvrent aussi quelques nouvelles adresses. Avec le même état d'esprit, des lieux plus accueillants, plus agréables. L'objectif, c'est de donner envie aux clients de passer du temps dans la boutique. Le groupe Inditex prévoit d'investir 1,8 milliard d'euros dans la rénovation de ses boutiques, dans les technologies, dans son site web et dans son application. Le groupe Inditex avait 570 boutiques en Chine en 2019 et n'en a maintenant plus que 132. La toute première boutique de Zara qui se trouve en Espagne a été refaite complètement en reprenant les codes des boutiques haut de gamme avec des matériaux nobles, du granit local, des planchers en chêne rustique et avec évidemment un café, le Za Café. Donc là, on reprend les codes d'hospitalité qu'on retrouve actuellement dans le luxe. Le but est de créer tout un univers autour de la marque dans lequel le client peut passer le plus de temps possible et ça passe par un lieu de vie dans lequel on peut venir passer un moment, se restaurer, boire un café. En Chine, il y a les boutiques Zara les plus innovantes, c'est leur marché pilote, donc c'est là-bas qu'ils testent des innovations avant de voir s'ils généralisent ça aux autres boutiques dans le monde ou non. Parmi elles, la boutique de Nanjing, dans le centre d'affaires de Shinjuku, boutique de 2500 m² avec des salons privés et un studio FitCheck. Donc c'est un espace où les clients ou les créateurs de contenu peuvent enregistrer directement leurs outfits et les télécharger dans leur application WeChat. Dans cette boutique, on retrouve aussi un Za Café, le premier hors d'Europe, et il y en a un troisième qui a ouvert en Corée du Sud. Vous n'avez pas besoin d'aller aussi loin pour voir ces nouvelles boutiques Zara. Vous avez le flagship store qui a ouvert sur les Champs-Élysées en 2023. Toujours à Paris, vous avez la boutique d'hôtel de ville entièrement rénovée en 2024. L'agencement des boutiques a aussi beaucoup changé, avec des univers bien distincts les uns des autres. Si on prend par exemple le nouveau flagship des Champs-Élysées, oui, on va quand même retrouver des chaussures à différents endroits dans la boutique, mais on a quand même un espace dédié à la chaussure femme. Il y a un espace qui va être dédié au loungewear. Il y a un espace qui va être dédié au parfum. Sur la qualité d'accueil et de service, on est sur un changement à 180 degrés. C'est peut-être pas encore visible dans l'ensemble des boutiques, mais globalement, on a maintenant des vendeuses et des vendeurs qui sont aimables, qui sont avenants, qui sont serviables, qui viennent vous demander si vous avez besoin d'aide. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était pas le cas avant. La dernière fois, j'étais à Paris au Zara rue de Rivoli. J'avais mes écouteurs. J'avais un vendeur qui était en train de gesticuler devant moi. Je me suis dit qu'il allait me demander si j'avais besoin d'aide. Alors j'enlève mes écouteurs et en fait, il me demande si je suis venu chercher des pièces en particulier. Donc moi, je lui explique que je suis venu chercher un cardigan de couleur unie, d'une couleur assez vive. Et il s'est empressé d'aller chercher des vêtements qui correspondaient à ce que j'avais demandé. Et donc il a fait le tour du magasin et il est revenu quelques minutes plus tard avec 2 pièces qui correspondaient parfaitement à ce que je recherchais. Le mec est carrément allé les chercher pour moi. Franchement, j'étais sur le cul. Alors oui, on a des boutiques qui sont plus belles, plus spacieuses, plus accueillantes, des conseillers de vente plus accueillants aussi. Maintenant, on va parler un petit peu de technologie. Évidemment, on a des caisses automatiques, à l'avantage lorsque ça fonctionne d'être plus rapide. Dans les faits, il y a toujours des petits réglages à faire et elles sont encore loin d'être parfaites. Si on s'arrête un petit peu sur cet aspect automatisation, je trouve que ça va dans le sens inverse de la stratégie actuelle de Zara qui, selon moi, consiste à élever sa marque. Quand on rentre dans une expérience premium, on doit préserver un contact humain, on doit préserver ce lien entre la marque et les clients à travers les vendeurs et un service de qualité. Maintenant, on peut aussi imaginer une cohabitation entre les clients historiques qui viennent pour avoir des pièces tendance accessibles et ceux qui viennent pour acheter des pièces un peu plus pointues et plus coûteuses et qui achètent aussi beaucoup plus régulièrement. On peut imaginer aussi des parcours d'achat qui sont différents et qui sont personnalisés. Alors, si vous allez dans certaines boutiques Zara, vous en avez qui sont déjà équipées des nouvelles machines qui permettent de retirer les commandes passées en ligne en boutique
Donc en fait, c'est un distributeur dans lequel vous renseignez votre commande et il va aller chercher dans le stock le paquet avec votre commande et vous le remettre directement. Franchement, c'est assez impressionnant. Faire des achats en ligne et les retirer en boutique, faire des achats en ligne et faire des retours en boutique, faire des achats dans une boutique et faire des retours dans une autre boutique, ce sont autant de services qui sont exigés et qui sont attendus par les clients d'aujourd'hui. C'est ce qui rentre dans le cadre de ce qu'on appelle l'omnicanalité. La capacité pour une marque de passer d'un canal à un autre, de passer du online aux boutiques, de passer de l'application mobile au site web sans perdre d'informations. Et que ce soit totalement invisible pour vous et moi, pour l'utilisateur, pour le client. Ou encore la capacité pour un client, dans une boutique, de vérifier la disponibilité des tailles pour un article à travers l'application mobile. Et c'est à mon sens un des gros avantages concurrentiels que possède Zara aujourd'hui et sur lequel ils peuvent capitaliser dans le cadre de l'élévation de leur marque. Toujours dans cette démarche d'expérience globale, on va retrouver dans l'application différents services autour du voyage. Par exemple, la possibilité d'acheter en ligne et de se faire livrer à son hôtel. Alors, ça se rapproche un petit peu d'une pratique courante qu'on retrouve chez les voyageurs qui achètent dans les boutiques de luxe, là où eux, ils vont acheter en boutique et se faire livrer directement à leur hôtel pour ne pas avoir à porter les sacs toute la journée. Dans cette application, ils proposent aussi des guides de voyage dans lesquels, pour différentes villes, on peut trouver des bonnes adresses, des adresses plutôt méconnus, pas des attrapes touristes, des restaurants assez pointus, des hôtels plutôt de niche avec un beau design, des lieux autour de la musique, de la photographie. Et évidemment, ça me fait penser aux city guides qui sont proposés par Louis Vuitton avec le même concept. On retourne rapidement en Asie où Zara fait des live shopping. Là-bas, c'est une pratique courante, c'est un peu comme le télé-shopping qu'on avait l'habitude de voir à la télé où on a une personne qui nous présente et nous vend des produits, mais remis au goût du jour avec des moyens différents, une direction artistique totalement différente et c'est souvent mis en avant par des influenceurs assez populaires, voire très populaires. Là-bas, des live shopping, il y en a toutes les semaines, ils durent 5 heures et ils sont réalisés depuis un studio qui est basé à Shanghai dans lequel il y a une équipe de 75 personnes. Ce concept, Zara l'a testé au Royaume-Uni fin d'année dernière avec un premier live shopping pour prendre un petit peu la température en Europe. C'était disponible dans l'application mobile et sur le site web et on retrouvait Cindy Crawford et sa fille ainsi que des stylistes qui présentaient des collections et des produits. Depuis, ils ont fait 2 nouveaux live shopping au Royaume-Uni, ce qui peut indiquer un intérêt pour ce concept qui sera peut-être amené à durer, voire à s'étendre. On a parlé des produits avec l'augmentation des prix, meilleure qualité, de nouvelles collections. On a parlé de la nouvelle stratégie autour des boutiques, plus spacieuses, plus accueillantes, plus innovantes, plus belles, un meilleur accueil, un changement de posture chez les vendeurs, des investissements importants dans la logistique et sur l'omnicanalité, la volonté d'élever l'expérience qui est proposée, d'élever son positionnement, d'apporter de nouveaux services. Je ne sais pas si vous avez fait le même constat que moi sur l'évolution de Zara, si vous avez constaté l'ensemble des changements que j'ai mentionnés, une partie ou s'il y a des choses que vous avez remarquées dont je n'ai pas parlé. Dans ce cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Alors pourquoi une telle évolution? Aller chercher une nouvelle clientèle avec un plus grand pouvoir d'achat, mais aussi pour se différencier des géants chinois qui cassent les prix et qui ont pris d'assaut l'Europe, encore plus après la guerre des tarifs douaniers lancée par Donald Trump. Dans ce contexte, les géants Temu et Shein ont redirigé une partie importante de leur budget publicité vers l'Europe. Le parti pris de Zara n'est pas d'aller se battre sur les prix, mais au contraire de se différencier en élevant sa marque, ses produits et l'expérience globale. Et ça porte ses fruits puisque le groupe Inditex, dont Zara est la principale source de revenus, a vu le cours de son action doubler sur les 3 dernières années. Il y a aussi une volonté d'être en phase avec les attentes des consommateurs d'aujourd'hui en matière d'écologie. L'industrie du textile, c'est une des industries les plus polluantes. Zara a été régulièrement pointé du doigt pour ça. Donc aujourd'hui, ils ont un programme autour du développement durable qui s'appelle Join Life et dont la finalité est de réduire l'empreinte carbone de Zara de 90% d'ici à 2040. Ça, évidemment, ça a des impacts majeurs et ça nécessite une transformation en profondeur. Enfin, je pense que cette nouvelle stratégie, elle a aussi pour objectif de fidéliser la clientèle de Zara, à la fois la clientèle historique, mais aussi les nouveaux clients. Et là, je vous avoue que pour moi, il y a une grande inconnue. Pourquoi Zara, en 2025, n'a toujours pas de programme de fidélité? De quelle façon sont récompensés les clients qui sont fidèles à la marque? Peut-être que dans d'autres pays, il existe des choses, mais en France, je n'ai rien vu qui aille dans ce sens. Et on peut pas parler de positionnement premium, d'expérience
élevée, sans avoir un programme de fidélité, sans personnalisation, sans avoir une segmentation de ses clients et sans récompenser les meilleurs clients. J'imagine bien qu'ils sont en train de travailler sur quelque chose, qu'on le découvrira bientôt, mais c'est vraiment très surprenant que ce soit pas déjà proposé aujourd'hui. Zara va-t-elle devenir une marque de luxe? Non, certainement pas, mais on peut clairement parler d'une transformation majeure qui a pour but de positionner Zara comme une marque premium. En conclusion, Zara a longuement cultivé une image froide, presque hautaine, où l'expérience en boutique laissait souvent un goût amer, les vendeurs peu accueillants, l'absence d'accompagnement, comme si le design, l'esthétique des produits, les vêtements tendance faisaient oublier tout le reste. Mais les temps ont changé, l'ère du mépris est révolue, les clients recherchent aussi de la considération, de l'attention, des émotions. Et face à ces attentes, pour rester désirable, Zara n'a pas eu d'autre choix que de repenser son accueil, repenser toute l'expérience en magasin, au-delà du prix. L'expérience est un véritable déclencheur d'achat. Maintenant, place à l'humain. Les émotions d'abord. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous a intéressé ou que vous avez appris des choses. Sur Emotion First, on va parler expérience client. Si cette vidéo, elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like ou à réagir dans les commentaires, à me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec mon analyse. Je vous remercie.